La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui a réduit un nombre. Coucou les gens, je suis One A Pied et vous êtes dans le One A Club, un podcast hebdomadaire. Et pour la première fois, je crois que j'ai pensé à dire hebdomadaire et pas bimensuel, alors que ça fait un moment qu'on est à peu près hebdomadaire. 3 mois. C'est ça. Allez, petite exception. On revient après une petite semaine de pause parce que je ne pouvais pas faire travailler ma fille trop longtemps. C'est sa faute à lui. Voilà. Non, parce que je lui ai fait faire une émission pour combler un peu et garder le côté hebdomadaire. Mais une fois de plus, après, j'aurais eu des problèmes avec la DAS. Enfin, c'était un peu compliqué. À mes côtés, j'ai Thio. Salut Thio. Bonsoir. Ça va? Ça va, très bien. Je suis en forme. Tu t'éclates, t'es en forme? Tranquillement. Écoute, on est bien, on est en bonne compagnie. Voilà. Et cette bonne compagnie, c'est Guillaume. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Motivé pour parler de bande dessinée? Ben oui, toujours. Voilà. Et qui est juste à côté et qui va essayer de ne pas parler dans le micro, même si on en a mis un, parce qu'on aime bien lui mettre un micro quand elle est là. C'est Evelyne. Coucou Evelyne. Bonsoir. Oh, on t'entend dans le micro, c'est un progrès énorme. Bon, en même temps, il la voit sur le Oui, flux vidéo aussi. Pas encore, parce que j'ai oublié de faire la transition qui fait que les gens vont pouvoir voir nos têtes. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Bref. On apparaît. Une émission avec au programme des chroniques. Nous allons parler des 3 premiers tomes des Géants, du premier tome de Contrapasso, d'Assadora, de l'Âge Bleu. On enchaînera avec une rubrique crowdfunding menée par Thio, et ce sera assez pour cette petite émission que Thierry a abandonnée. Ce qui fait qu'au niveau de la qualité, on ne sait pas. Peut-être Si, la qualité va être présente. On aura un humour de plus grande qualité, c'est sûr. Non, en fait. Peut-être moins d'humour, mais plus de qualité. D'humour, mais de moins mauvaise qualité. C'est ça. C'est injuste, tu peux couper le son de ton téléphone, on l'entend. Ah, mais c'est ça, en fait. On entend nos blagues On entend nos blagues à rebours avec du lag. C'est là qu'on se rend compte que d'ailleurs, en retour, en fait, c'est nul. C'est ça. Enfin, les blagues, hein, bien sûr. La blague avec 10 secondes de décalage, c'est horrible. Bref, on commence tout de suite avec nos chroniques. Et c'est moi qui démarre en vous parlant des 3 premiers tomes des Géants, une série sortie chez Glénat, prévue en 6 tomes. Chaque tome coûte 10,95 €. C'est scénarisé par Lilian, principalement dessiné par Paul Drouin, qui est storyboarder et chara-designer de la série, mais aussi par Chris James et Louisa Rousseau, et mis en couleur par Lorient. Parlons un peu du pitch, et c'est là qu'il faut que je me lance. Un timer de la mort. Aux 4 coins du monde, des enfants entrent en contact avec des créatures endormies et développent des pouvoirs. En gros, c'est vraiment la base. Ça intrigue une mystérieuse multinationale, la Crossland Corp, qui tente de prendre le contrôle des enfants ainsi que d'une immense créature piégée dans la glace depuis des millénaires. Au cours de ces 3 premiers tomes, on suit Erin, écossaise, qui essaie de surmonter la mort de ses parents dans un accident, Siegfried, le fils d'un riche Allemand qu'il surprotège à cause d'une hémiplégie, et Bora et Lip, des enfants des rues cambodgiens. Voilà, je crois que j'ai été très très light pour pas trop en révéler, car on reste quand même sur une série qui est à révélation. Et une série qui se permet, alors que c'est une série concept, chaque tome pourrait se passer en même temps à des endroits différents, reste très feuilletonnante et les histoires se suivent totalement. C'est prévu en 6 tomes, c'est de l'action sur fond écolo. Ça échappe pas aux clichés de la sombre corporation maléfique et méchante et aux enfants au bon fond qui s'émancipent pour sauver le monde malgré les adultes. Je crois que j'ai à peu près résumé le truc un peu classique de ce genre de série. Mais ça reste efficace parce qu'on a des mystères qui sont intelligemment distillés et que, contrairement à ce que j'attendais, justement, l'intrigue progresse. On n'a pas chacun est séparé de son côté et ils finissent, les personnages à se rencontrer. On voit un groupe qui se crée au fur et à mesure de ces 3 tomes. Chacun des tomes traite une intrigue complète, il reste totalement dépendant et il serait difficile de prendre la série en cours de route, je pense, parce que on va perdre beaucoup de ce qui a déjà été amené de l'intrigue dans les tomes précédents. Malgré des changements de dessinateurs en cours de route, on a un chara-design et un storyboard qui sont faits par le même auteur, ce qui permet de garder une certaine continuité. Il y a une petite inspiration asiatique dans tout ce qui est découpage d'action. Par contre, on reste très franco-belge sur le chara-design et sur les scènes un peu plus classiques.
Moi, c'est une série jeunesse que j'ai trouvée plutôt efficace. Je pense que seule la conclusion nous dira si c'est assez profond pour devenir un indispensable et aussi satisfaire les adultes. Pour le moment, je suis plutôt content. Je trouve ça pas mal mené. Ça m'intrigue. J'ai envie de connaître la suite. Mais je me dis, ça va dépendre comment ça finit. Si c'est un petit peu trop niais, naïf, on est les jeunes qui vont sauver le monde, je pense que ça va m'énerver. Mais ce qui ne veut pas dire que ça va pas plaire aux gamins. À qui c'est principalement destiné. Bref, moi, c'est une série que j'ai vraiment envie de connaître la suite, mais je place l'attente à un niveau un petit peu élevé. Qu'en avez-vous pensé, très cher? On va commencer par demander à Guillaume, tiens. À moi. Alors, ben voilà, bien. Très bien. Oh, quel avis éclairé. Et en résumé, c'est ça, c'est bien. C'est comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, c'est efficace, c'est bien pensé, c'est bien mené. Ça reste jeunesse, ça se sent notamment dans le tome 4 que j'ai pris le temps de lire, puisque voilà, je l'avais à la librairie sous le coude. Je l'ai, mais j'ai pas eu le temps. Et dans le tome 4 particulièrement, on a un petit peu plus le côté un peu plus niant pour les enfants. Ça veut pas dire que c'est pas bon, ça veut simplement dire qu'en tant qu'adulte, ça peut nous agacer. Moi, je l'ai beaucoup apprécié parce que même si c'est une recette connue et on va dire déjà utilisée notamment par les Mythiques et par d'autres séries. Alors moi, je connais pas ces autres séries justement, mais c'est vrai qu'on m'a dit que c'était très très inspiré sur la façon de faire de ces séries-là. C'est-à-dire que quand tu le vois arriver, quand le représentant il te fait le pitch et tu dis c'est bon, t'es en train de me vendre les Mythiques, ils ont voulu refaire les Mythiques pour profiter de les filons. Le représentant a été très honnête, il m'a dit oui, mais ils le font à leur façon. Je trouve que pour le coup, à leur façon, c'est pas mal. Autant les Mythiques, j'ai un peu décroché, autant ceux-là, pas du tout. C'est vraiment... les personnages sont attachants et du coup, c'est assez important. Les enfants vont pouvoir s'identifier. Et oui, je pense qu'il faut effectivement attendre la conclusion pour voir si c'est un must-have. En attendant, pour l'instant, je pense que ça vaut le détour. Mon cher Thio. Écoute, moi, je trouve que t'as commencé ta chronique avec un petit côté... pour ceux qui regardent les BO américaines, tu sais, la voix hyper grave, le mec qui te vend le truc, avec le, t'as l'impression que tu dans un autre monde. Voilà, dans un autre monde, tu vois, au-delà, tu sais, avec des monstres qui font 300 mètres de haut. Franchement, c'était trop bien. Et puis bon après, t'as pas le enfin, désolé. Et techniquement, ils font 300 mètres de haut. Ouais, voilà, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et écoute, oui. Je vous rejoins complètement, c'est très entendu. Au niveau du scénario, il y a des choses qui sont déjà faites. Je trouve que le méchant m'a fait beaucoup penser au mec qui possède la corpo dans Prometheus. Oui, ça pourrait être l'OCP aussi. Ouais, l'OCP aussi, ça marche. Pour ceux qui n'importe quelle corpo méchante. Ouais, c'est ces corpos méchantes. D'ailleurs, je rebondis sur un truc sur lequel j'ai oublié de rebondir. Justement, c'est marrant, c'est justement les méchants qui font le lien entre les tomes. Oui. En fait, tu enlèves les méchants, enfin, tu les traites pas comme ils sont traités, t'es pas obligé de les lire dans l'ordre. Là, la façon dont ils sont traités, t'es obligé de les lire dans l'ordre, sinon t'es paumé. Est-ce que le fil conducteur des ennemis marche par les méchants, effectivement. Ouais. Les enfants se rencontrent en général en fin de tome. Ouais, là, tu suis les méchants qui essayent justement de recruter les gamins. Et ce qui est cool, c'est que justement, tu as la petite couverture, enfin à l'intérieur de la couverture, tu as tous les petits, tous les futurs monstres qui vont arriver. Qui sont dans le chinoise, tu sais pas toutes les créatures. Tu sais, ça me fait penser. Bon, là, je suis désolé, c'est Pokémon, quoi. Quel est ce Pokémon? Et là, c'était trop ça. Je me suis dit, ouais, mais. Ils ont quel âge tes mômes déjà? Un petit peu, c'est dedans, ouais, je suis désolé. Mais oui, mais sauf que dans Pokémon, en théorie, dans l'épisode, tu as déjà vu le monstre dont ils vont parler, tu vois. Parce que là, en fait, tu sais pas. Ah, t'es plus dans le. Là, t'es plus dans la découverte. Voilà. Ouais, c'est pas Pokémon. C'est pas vraiment Pokémon. Pas totalement. Eux, ils sont plus intelligents que Pokémon, tu vois. Il y a vraiment une vraie surprise. Mais non, vraiment, moi, je trouve que c'est une bonne série. Après, oui, ça rappelle d'autres séries. Ça rappelle un peu, voilà, les gamins qui essaient de sauver le monde. C'est pas seul, mais un petit peu. On le verra plus. Seul est quand même beaucoup plus mature sur les thématiques en général. Ouais, enfin bon, il y a quand même un truc là-dessus. Mais moi, j'ai bien accroché et j'attends de récupérer les tomes pour les passer à mon fils parce que j'aurais aimé lui faire lire. Bien sûr, il passe. Tu peux repartir avec quand Thierry nous les ramène. Quand Thierry nous les ramènera. Voilà. Donc, c'était donc... j'ai perdu mon truc. C'était Les Géants par Lilian, James Christ, Paul Drouin.
Lorien horaire pour 10,95 € chez Glénat. Et je vais vous parler donc. Alors, il faut quand même le signaler, c'est une BD qui nous a été recommandée par alors pas de nos tipeurs, je crois, si, tipeurs. C'était sur notre Discord. C'est sur notre Discord, voilà. C'est une des personnes avec qui on discute des fois sur Discord et qui nous a conseillé Contrapasso donc, de Teresa Valero chez Dupuis pour Sachant 23 €. qu'on nous l'a conseillé il y a très longtemps. Pas mal de temps. On en a un autre dans le stock qu'on pourrait presque faire parce qu'on l'a quasiment tous lu. Le Grimoire Noir, ouais, c'est qui nous avait aussi conseillé. Alors, Contrapasso, ça nous parle de quoi? Alors, on est quelques années après la guerre d'Espagne. Moi, je vais être honnête, la guerre d'Espagne, visuellement, j'ai 2 entrées dans ma vie avant Contrapasso. J'ai l'encyclopédie du CDI au siècle dernier, où à l'époque, au siècle dernier, en fait, au niveau des photos, on envoyait du lourd dans les encyclopédies. Et les franquistes qui jouaient à Highlander, ça m'avait bien marqué au collège. Voilà. Franquistes qui jouaient à Highlander. Ouais, ils avaient récupéré le pouvoir, mais plein de personnes d'un coup, en fait. Ils tenaient des têtes dans les mains. Ouais, ils tenaient des têtes dans les mains. Ouais, c'était... Bon, voilà, donc... C'est une autre époque, les CDI. Maintenant, ils savent beaucoup mieux se tenir. C'est ça, ouais, ils savent que bon, c'est quand même pour un public. Ouais, voilà. Je trouve ça dommage, c'était sympa, Highlander. C'est pas faux, c'est pas faux. Enfin bon. Après, la deuxième entrée, c'était Land and Freedom de Ken Loach. Bon, là, je suis désolé, c'est un peu... Et là, ça avait été une claque, parce que du coup, j'avais découvert une guerre que je pensais dégueulasse, et qui, effectivement, l'avait vachement été. Moi, j'avais le labyrinthe de Pan, mais bon... Alors, oui, mais sauf que finalement, dans le labyrinthe de Pan, est-ce qu'on parle réellement de la guerre d'Espagne, ou plutôt d'un truc... Voilà, à côté, mais on est dedans. Quoi. Ouais, on est dedans, mais c'est pas elle que tu vois. Ouais. J'en avais tellement entendu parler que le labyrinthe de Pan, moi, c'était ma référence. Voilà. Quoi. Dans Land and Freedom, tu es vraiment dans la guerre d'Espagne. Voilà, no pasaran. Voilà, c'est... Bon. Et donc, voilà ce que je savais de la guerre d'Espagne, grosso modo. Et là, on est dans l'après-guerre d'Espagne. Donc, on est dans les années 50. On est en 1956 à Madrid, à la rédaction de La Capitale, le journal, où tout va sembler opposer donc Léon Lenoir, qui est un nouveau journaliste qui arrive, qui débarque de Paris, et le vieux de la vieille, Emilio Sainz, un vétéran des faits divers qui est voilà qui est aguerri, on va dire, à toutes les pratiques de la junte au pouvoir et qui arrive toujours à faire sortir ses articles ou qui des fois a ses articles un peu censurés. Mais le mec, il a ses entrées un peu partout parce que forcément, il connaît tout le monde depuis 40 ans. Donc, il est en place. Ici, on va donc suivre nos différents personnages qui vont en fait enquêter sur... Excusez-moi, je perds mon oreillette. Qui vont donc enquêter sur des meurtres. On va avoir, donc, on va dire un polar très noir. On va avoir une trame historique qui est quand même très, très présente. On va avoir des rebondissements sur le passé des différents personnages, que ce soit Léon ou Emilio. Et tout ça va nous mener à suivre, on va dire, les coulisses je dirais, de la junte au pouvoir et de tout ce qu'on a pu faire pour essayer de s'arranger entre nous, quoi. Donc les meurtres, les crimes et les morts suspectes dans le milieu médical vont s'amonceler et donc nos 2 enquêteurs vont essayer de trouver donc la solution. Ce roman graphique nous est proposé donc par Teresa Valero qui alors est au dessin, au scénario, à la couleur. Elle a dit ce coup-ci je fais tout. Alors on la connaissait déjà parce qu'on a déjà rencontré Teresa Valero dans Sorcellerie, scénariste, qui était scénariste avec Guarnido, qui était au dessin. Un style très, très... Très, très différent. Différent de ce qu'on connaît dans Black Sun, ouais. Voilà. Après, alors, je l'ai lu dans Gentleman, qui était un bouquin sur une femme qui tient une maison de presse à New York. Pas lu, mais ça a l'air classe. La couve, elle fait vachement envie. C'est Teresa Valero, ça? Ouais, avec... moi, j'ai retenu que la ponne là-dessus. Avec la ponne. La ponne, ouais. Enfin, voilà. Donc, la dame, elle a fait déjà un beau parcours. Il y a déjà des trucs qu'on connaissait d'elle et que j'ai découvert ensuite en recherchant un peu qui était l'auteur de Contrapasso. Moi, j'ai trouvé que le scénario est très, très dense. Il y a une belle densité à ce niveau-là. Il y a plein de pistes et plein de choses qui sont traitées en même temps, ce qui fait que tu as quand même quelque chose qui est très, très dense. Le dessin est, je trouve, très, très expressif. Tu es vraiment dans l'action, tu
tu suis le vieux routier avec Emilio. T'as la fougue quand tu vois Léon qui est en action. Je trouve que voilà, tu as une vraie interaction, tu as vraiment quelque chose qui se passe. Fougue et le manque de résistance émotionnelle, on va dire. Aussi, voilà. Et voilà, vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle BD avec un dessin qui est très joli, je trouve, qui a plein de détails, qui fourmille de détails. On nous l'a conseillé. Écoutez, moi, je me suis quand même bien régalé dans Contrapasso. Votre avis? Allez-y. Bourreau, faites votre office. Moi, franchement, je suis tombé sous le charme. J'avais très très peur en voyant cette couverture de retomber sur un de ces trucs historiques un petit peu où tu as une belle couverture et puis dedans tu as un style un petit peu froid, un peu classique, etc. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la couverture, c'est bien représentatif de ce qu'on va avoir dedans. C'est très très joliment dessiné, c'est très très bien raconté, c'est très moderne dans la narration. Et ça me rassure, parce que moi, les trucs d'histoire, quand c'est un peu fait trop à l'ancienne, ça me gonfle en fait. Et on n'est pas non plus totalement dans un bouquin d'histoire, on est quand même dans une enquête. Mais c'est une enquête historique, c'est-à-dire qui va révéler des choses. Maintenant, avec le recul, on sait que ces choses existaient là. Mais à l'époque des personnages, c'est quelque chose dont ils n'avaient pas conscience forcément. Et c'est super dur parce qu'il y a plein d'intrigues en parallèle. Il y a une postface de l'autrice qui est vachement intéressante, qui t'explique un peu les points qu'elle allait chercher dans la réalité, sur des collègues, des amis, ses familles, à qui elle est allée se renseigner derrière, qui te montrent que, ouais, en fait, c'est des choses qui tu semblent rigolotes, tu dis, oh, elle a trouvé un truc rigolo pour mettre dans son histoire, genre la fille du légiste. La fille du légiste, c'est une histoire vraie. Tu vois, ce genre de truc-là, enfin, franchement, ça marche super bien, il y a de l'humour, mais aussi qui permet de pallier un peu la dureté ou même de la renforcer parfois. Tu sais pas trop si l'humour est là pour l'un ou l'autre. Il essaie de dédramatiser aussi l'humour, parce que j'avais oublié, mais c'est vrai que tu as quand même un serial killer aussi que Emilio recherche depuis des années, quoi. Qui est lancé en début et qui annonce un tome 2. Il y a bien écrit un 1 sur oui, il y a écrit un et on attend le tome 2. Là. Voilà. Bref, vraiment une série et qui te met un contexte historique très particulier. Oui, il y a des meurtres, mais on va trouver quelqu'un, on va dire que c'est lui et on oublie. Parce qu'on est dans l'Espagne où tout le monde est heureux. Franchement, j'ai adoré. Guillaume. Pareil, pas mieux. Une sacrée surprise, une très très bonne surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Pour ne rien vous cacher, je l'avais même pas vu passer à la librairie, honnêtement. J'avais même pas calculé que Teresa Valero avait fait le titre que j'ai déjà oublié. Merci, Gentleman, donc que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, il faudra qu'on pense à le chroniquer. Voilà, des personnages criants de vérité, des interactions entre eux qui fonctionnent super bien, un contexte historique super intéressant, notamment pour le côté, effectivement, alors oui, il y a des meurtres, oui, il y a des serial killers, mais bon, on s'en fout, l'important c'est que tout le monde soit heureux, ou enfin au moins officiellement. Manipulation politique, il y a tout ce qu'il faut, quoi. J'aime beaucoup. J'ai passé un super moment, je l'ai descendu rapidement, c'est passé tout seul, je l'ai pas vu passer, quoi. C'est honnêtement, voilà. Moi, je mettrais volontiers un coup de cœur, quoi. Ça me semble évident, mais... Ouais, non, là, je plus sois, et puis là, c'est vrai que... En plus, voilà, je trouve ça encore mieux, parce que pour une fois, c'est une recommandation que d'habitude, j'avais pas. Voilà. Oui. Et ça, je trouve ça atroce. Je sais plus qui sur le Discord nous l'avait proposé. Ça remonte à loin. Mais voilà, je t'en veux, parce que si toi aussi, tu commences à nous donner de bons trucs, là, mince, quoi. Entre nos libraires, nos amis, les sites qu'on va voir, tout ça, on va pas s'en sortir. Donc... Un coup de cœur pour Contrapasso de Teresa Valero chez Dupuis. Pareil, on ne s'attend pas forcément. Et qui a aussi un gros avantage, c'est que même s'il n'y avait pas de suite, c'est pas grave. Ah non, ça peut se suffire. Ça marche très bien. Ouais, mais quand même, si elle peut nous en raconter plus, voilà. Disons que je vous raconte pas la fin du tome, mais tu peux t'arrêter là, certes, mais tu as quand même un petit goût d'inachevé. Tu veux savoir la suite. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, elle explique que le vieux court après un serial killer et que cette affaire-là n'a absolument rien à voir avec lui. C'est ça. Voilà. Donc, si, quand même, on aimerait bien en savoir un peu plus, quoi. Disons qu'elle met le niveau un peu haut sur ce premier tome.
Ça, Ça risque d'être Ça met une compliqué certaine sur le pression. second. Ça va être très compliqué sur le second tome, mais voilà. Ah, mais moi, ce qui reste quand même, je trouve, c'est un peu comme Timothée le Boucher, quoi. C'est les auteurs qui arrivent à être multicasquettes et qui font tout. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est- on ça, en où je parlera avec 47 cordes dans Voilà, une autre émission, mais mais enfin, moi, en quelques mots. déjà, quand tu vois les dessinateurs, comme ils disent que c'est un boulot de dingue, j'imagine pas tout ce qui peut passer dans la tête de la personne qui est scénariste, dessinateur, coloriste, et qui fait aussi qui fait tout, quoi, qui fait les dialogues aussi, qui doit penser à tout, qui imagine tout son dessin, tout son truc. Ouais. Enfin voilà, je suis admiratif, et franchement, c'est une excellente BD. Régalez-vous. En plus, c'est bientôt Noël, les gars. Profitez. Profitez, liste d'achat. Allez à la BDerie. C'est l'instant pub, ça. Allez à la BDerie. Attends. Achetez Contrapasso. Allez à la BDerie, achetez Contrapasso. Mais avant ça, pensez à aller sur Tipeee pour nous donner des sous. Faites comme ces chers Chevon, Warloff, Todd, Stéphane, Cobal et Boob, des gens de talent. Et venez peut-être sur notre Discord, parce que c'est cool d'aller sur notre Discord, même s'il est super mal référencé. Faudrait que je fasse des efforts là-dessus si un jour je trouve le temps. Parce que on nous donne des conseils de merde là, qui nous conseillent des BD terribles. Je profite de cette pub pour remercier le développeur de l'application Podcast Addict. Parce que son application pour écouter des podcasts est vraiment bien. Elle existe en version avec pub et en version sans pub. Moi, je l'ai sans pub depuis des années. C'est comme ça que j'écoute mes podcasts. Et en gros, elle arrive à choper automatiquement mes timecodes qu'il y a dans mes descriptifs pour chapitrer tout seul, sans que j'ai rien à faire, mes podcasts. Ce qui, en soi, est magique. Sauf qu'il y avait un petit bug, c'est qu'il me décalait les images, une question de flux HTML, c'était compliqué technique, quoi. Ce qui fait que quand j'avais une chronique, il m'affichait automatiquement sur le lecteur l'image de la BD d'avant. Et je lui ai dit, ah ouais, mais c'est un peu bizarre comme comportement. Il m'a corrigé ça en 2 jours sur la version bêta. Bref, voilà. Podcast Addict, je vous la recommande. C'est une très très bonne application sur Android pour écouter les podcasts. Moi, je n'utilise plus que ça. Je sais pas, tu utilises aussi, Podcast Addict ? Ouais. Oui. Ouais, c'est de la bombe. Mais ce qui est encore plus de la bombe, c'est d'aller cliquer sur les liens des BD qu'il y a sur notre site, qui vous emmèneront vers Bubble, qui vous permettront de commander des bandes dessinées, de nous donner une petite marge derrière, et d'aller les chercher chez votre libraire favori. Nous, par exemple, on va les chercher à la BDerie Aix-en-Provence. Et donc, du coup, je remercie donc Yul, qui nous avait donc proposé ça, je rappelle, le 18 avril 2021. Et il nous a dit, je note son commentaire, ça pourrait aussi faire l'objet d'un coup de cœur. Ça pourrait. Et Voilà. ça pourrait. Bien vu. C'est un devin et un coup de téléphone sur la table. Désolé, c'est que c'est trop lourd pour mes fragiles petites mains. Bon, on passe à la suite. Ouais, on va pouvoir passer à la suite. Et oh là là, c'est vrai que j'ai 2 chroniques cette fois-ci, j'enchaîne, ça va... chaud. Asadora, le tome 1 chez Kana pour 7,45 €. Une bande dessinée de Naoki Urasawa au scénario, au dessin et à la couleur, même s'il a beaucoup d'assistants qui sont crédités à la fin. Ce qui est quand même assez rare en général dans du manga. Je pense que l'auteur de toutes les grosses séries manga, les auteurs ont des tonnes d'assistants aussi, mais c'est rare qu'ils soient crédités, je crois qu'ils ne le sont pas. Très rarement. En général, il y a le nom Tous d'un les studio, auteurs de manga ont des assistants. Ouais. Oui, voilà. Là, moi, j'ai trouvé ça plutôt classe. Bref, Naoki Urasawa est un auteur qu'on apprécie particulièrement. J'ai beaucoup aimé toutes ses précédentes séries, avec une petite préférence pour Monster. C'est la première. Enfin, c'est la C'est pas la première qu'on première. ait eue. Ouais, Bouh. ouais, t'as pas aimé Monster hein Si, mais 20th Century Boy. Ah oui, c'est très bien aussi. Non, mais Monster m'a marqué, on va dire. Et Billy Bat m'a aussi beaucoup plu parce que c'est tellement méta que bon. Bref, et Pluto, c'était très bien aussi. Enfin voilà, il y a tellement de. Toutes ces séries étaient plutôt cool. Ouais, finalement, je resterai quand même sur Monster Monster et 20th Century Boy. Parce que et Keaton. mais Keaton, j'ai pas fini. Et du coup, on m'a Keaton dit est très sympa, mais c'est beaucoup plus classique. Voilà, dans la C'est moins waouh. Bref, mais de quoi nous parle donc cette série Asadora avec un point d'exclamation. C'est important. Tokyo est attaqué par un monstre géant. 60 ans plus tôt, Asadora, celle que tout le monde oublie dans sa famille nombreuse, se trouve coincée par un typhon avec un kidnappeur débutant, même s'il est plutôt jeune, qui tente rapidement de l'aider à porter secours aux victimes de la catastrophe. Mais Asadora entend des pleurs dans le vent. Y a-t-il un lien entre tous ces événements ? J'ai fait un pitch vraiment light parce que c'est très très difficile tellement cette BD est riche sur le premier tome. Toi, tu l'as vu il y a très longtemps. Ouais, mais... alors c'est le problème, en fait, souvent chez Urasawa, c'est que ça part
ça part petit, ou alors ça part directement au mode voilà, t'es très très haut et t'as trop d'infos. Et là, en fait, Asadora, c'est qu'il y a beaucoup de choses parce que finalement, là, ce que tu racontes, c'est. Allez, je crois Je raconte une bonne partie du premier tome quand même, hein, Ouais, mais j'ai pas tout raconté. Pas tant que ça, parce que t'as quand même fait beaucoup de trous dedans, quoi. Oui, bah, justement, on va y venir. On va parler déjà, pour commencer, du dessin et de la narration. Il n'y a pas grand-chose à dire de neuf. C'est très bien mis en scène. Les personnages ont des tronches mémorables qui ne se différencient pas que par leur coupe de cheveux, ce qui est plutôt pas mal en soi dans du manga. Hein. Voilà. Le trait reste super minutieux, c'est juste une très grande efficacité. C'est comme ces séries précédentes, enfin surtout les dernières, même les précédentes, parce qu'ils les a fait redessiner, parce que ça lui plaisait pas, et donc dans les rééditions, il y a des trucs redessinés pour améliorer le visage, il se la joue RG en fait. Bref, la narration, le dessin, tout ça, c'est super bien. Le scénario, c'est très difficile de dire où on va. Il mélange tranches de vie, récit de survivants de la Seconde Guerre mondiale, scénario catastrophe, entraînement pour les JO, petite amorce fantastique. Il lance des tonnes de perches pour la suite de son histoire. On sait que la construction sera solide, parce que tous ces récits ont toujours eu des constructions qui étaient solides et qui se tenaient jusqu'à la fin, même si parfois ils diluent un petit peu dans le temps. C'est le seul petit défaut qu'on peut lui donner. Mais la question reste que si la construction est solide, est-ce que la bâtisse sera agréable une fois qu'elle sera finie ? C'est un mystère total. On ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit... il y a un point, moi, que j'ai trouvé intéressant, et heureusement que les traducteurs sont là, c'est qu'ils nous expliquent qu'Asadora, c'est le nom d'une vieille série japonaise, une vieille série télé, de genre tranche de vie, qu'on pourrait peut-être rapprocher d'une telenovela, mais à la japonaise, peut-être moins en faire des tonnes avec les jumeaux maléfiques, etc., qui suit toujours le parcours de jeunes filles pleines de répondants qui essayent de s'en sortir dans la vie. Une série des années 60, donc, et qui continue toujours à l'heure actuelle, c'est leur Docteur Who à eux, peut-être, j'en sais rien, en moins fantastique, bref. Et il mélange ça avec les histoires de kaiju. Parce que clairement, on le sait dès le départ, il y a une histoire de kaiju avec les monstres géants qui attaquent la ville. Bref, il explore l'histoire, la culture pop, les récits au long cours, c'est bien précisé, feuilleton manga dans le titre. Dans le sous-titre, t'as écrit feuilleton manga. Il le dit, c'est un feuilleton. Il poursuit l'exploration de ses marottes, des choses que j'avais captées petit à petit, mais là, on voit clairement qu'il a des choses qu'il veut mettre en avant. Ça devient super visible. L'angle d'approche est moins abscon que dans Billy Bat, où même si les références étaient beaucoup plus claires pour moi dans Billy Bat, parce que ça parlait des débuts du comics, de l'Empire Disney, au niveau de cette histoire-là, des choses que je maîtrise. Je pense qu'en tant qu'Européen, on perd pas mal de références dans cette série-là. Mais ça peut qu'interpeller, il va vite falloir que je rattrape mes 4 tomes de retard. Merci Urasawa d'être si lent et de sortir tes tomes si peu rapidement. Voilà, je vais finir là-dessus et donner la parole. Vas-y, je vais la prendre. Alors, juste, je vais poser une question comme ça. Tu l'as lu toi aussi ou... Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il nous a pas fait une tisaque au fait parce que... pour moi, c'est évident qu'à un moment donné ou à un autre, on va croiser Godzilla. Hein. Ah non, mais regarde les pages en couleur au début. Tu vois qu'il y a un gros monstre dans la ville de Tokyo. Tu ne tournes pas mes pages. C'est une ombre dans les flammes, je suis désolé. Oui, une ombre dans les flammes, cornue géante. C'est les gens qui ont cru voir... Dans Tokyo qui se fait dévaster, c'est forcément un kaiju. Peut-être que c'est un piège et que c'est pas ça. Hein. Exactement, tu sais bien qu'il aime bien te faire croire des choses pour ensuite te retourner, Urasawa, c'est son truc. Voilà. Écoute, c'était un bon premier tome d'exposition. Après, le problème, comme on dit toujours, c'est que Urasawa, ça part, et puis après, il faut qu'on... Faut suivre. Faut suivre, voilà. Et là, moi, je suis un peu sur ma fin, parce que je crois que je suis sur ma fin depuis plus d'un an, quand même. Hein. Oui, tu l'as lu il y a un moment, toi. Donc, J'ai mis du temps, moi, à le rattraper. Et j'attends la suite. Heureusement que Tizak était absent, sinon je pense qu'on aurait peut-être attendu l'an prochain. Ouais. Hein. Voilà. Bon, on l'aurait fait quand même. Mais bon, ce serait bien de continuer. Ah non, c'est vrai que je l'avais pas mis dans la liste à la base. Il n'est pas dans la liste. Moi, j'aimerais bien qu'on le fasse, en fait. Ce serait bien qu'on continue cette série. Hein ? Sans Isaac, tu veux dire ? Oh. Avec ou sans lui, je veux dire, vu que tu spoil comme lui, c'est pareil. Donc... Oh, je suis pas spoilé, là. Guillaume ? Écoute, moi, j'ai lu jusqu'au tome 3, depuis. T'as du retard aussi ? Oui, mais c'est parce qu'en fait... Comment dire, c'est Urasawa, c'est très difficile d'être déçu quand on parle de ce monsieur-là. Comme j'aime à dire à mes clients, il fait partie de cette catégorie d'auteurs assez exaspérante où en fait, soit c'est très bon, soit c'est bon. En fait, mauvais, il sait pas. Ah, il sait pas faire.
Voilà, il y en a des comme ça. T'as le choix entre bon ou très bon. Et du coup, là, voilà, bon, 12 000, voilà, je suis libraire, pauvre libraire, il faut que je lise ce qui sort, donc au bout d'un moment, je perds le fil. Et particulièrement dans le cas d'Urasawa, je pense que ça vaut le coup de éviter le côté un peu trop feuilletonnant où t'attends 200 ans entre chaque tome, où t'en as lu 200 entre eux et que tu comprends plus rien à ce qui se passe. Donc je vais attendre que ça sorte gentiment et patiemment et je reprendrai tout d'un coup et je me ferai plaisir tout d'un coup parce que... Quand il y aura les 45 tonnes. Non, c'est pas son genre de faire autant de tonnes dans une série, mais parce que voilà, je pense que ça vaut le coup de rentrer dans l'intrigue, de rentrer dans le récit pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants parce que ça continue, hein, bien sûr, par la suite. Ça reste... super intéressant puisque on voit Asadora grandir, on voit plein de choses qui se passent puisque c'est une jeune femme de caractère dans une période où c'est pas si évident que ça pour la femme et notamment la femme japonaise de se démarquer. Il a peu de personnages féminins faibles, hein, Urasawa, mais ouais. C'est rare qu'ils les mettent en avant. Ouais, mais là c'est quand même elle qui est en avant et puis dans les années 60 voilà, une petite fille qui pilote un avion, c'est quand même pas anodin, quoi. Mais enfin, même si elle spoilé la suite. Non, même si elle vit à côté d'elle, enfin voilà, on sent qu'il va se passer plein de choses avec elle, que voilà, c'est, enfin, ouais, non, je vais pas en dire plus parce que je vais spoiler pour de vrai sinon. Mais non, ça vaut le détour. J'attends de pouvoir en lire beaucoup d'un coup avec impatience parce que là, les 3 premiers c'était génial. Puis en fait j'ai arrêté parce que 4 au bout de 4 ou 5 mois et puis 5 maintenant là récemment c'est l'horreur quoi, c'est juste trop difficile à suivre, il y a trop de détails, il y a trop de tiroirs, il y a trop de choses, si tu lis pas tout d'un coup t'es complètement paumé. D'ailleurs j'avais arrêté de lire Billy Bat à cause de ça et il va falloir que je me remette à le lire. Ouais, c'est pas mal. Alors Asadora est quand même d'une approche plus facile que j'ai trouvé que Billy Bat quand même, hein. Oui, j'avoue que moi Billy Bat le début était chaud, hein. Moi j'ai arrêté quand on arrivait au ninja là. J'ai pas compris ce qu'on foutait là. Et ça tenait totalement la route. Oui, mais j'ai arrêté. J'ai dit je stoppe, je comprends plus rien. Je vais attendre que ce soit fini et je vais reprendre. Donc on était sur Asadora chez Kana de Naoki Urasawa pour 7,45 €. C'est pas le bon jingle. Ah si, c'est le bon jingle. Pardon. J'avais l'âge bleu. Voilà. Comme Pardon, tu trash. Non, je pensais. Mais ça va, si je dérange, j'arrête. Hein. Nous allons parler de l'âge bleu, scénarisé, dessiné et colorisé par Anne Defréville, qu'on a eu la chance de rencontrer au Festival du Livre Jeunesse. Au Salon du Livre Jeunesse, au Pen Mirabeau, il y a quelques années. C'est chez Bûcher-Castel, un éditeur dont personne n'a entendu parler, pour 19 €. T'avais déjà entendu parler de Bûcher-Castel ? Non, on a bien galéré d'ailleurs pour l'anecdote à rentrer les bouquins. Ouais, si, je peux commencer par là en fait pour la chronique. Ça n'a rien à voir. Vous l'avez eu en dédicace. Hein. Alors en fait, Bûcher-Castel, pardon, juste complètement et totalement inconnu au bataillon. D'ailleurs, entre-temps, et en partie à cause de l'âge bleu, ils ont changé de fournisseur histoire qu'on ait moins de galères à se fournir. Parce qu'en fait, donc Anne Defréville est une auteure, enfin même si autrice est passée, est une autrice aixoise qui est venue nous démarcher pour faire une animation avec elle dans un club de golf. J'ai oublié où, mais enfin bon. Et elle faisait une exposition de ses origines. Elle faisait une exposition de ses originaux. Et l'idée donc c'était de rencontrer le public et de faire une dédicace et tout. Thierry. Et il l'a fait. Excuse-moi, je te coupe, mais s'il a fait une Thierry, là, ça y est. Allez, le cliché. Le club de golf, c'est très excellent. Vas-y. Donc, t'as l'auteur qui vient te voir à la librairie. Bonjour, libraire. Oui, bonjour. Je fais un bouquin, super. Et voilà, on va organiser un truc et dédicace et machin. Est-ce que ça vous tente de tenir une table ? Oui, c'est quoi votre bouquin ? C'est ça, d'accord. Et là, tu fais merde, je l'ai pas vu passer, aucun représentant m'en a parlé. C'est quoi ce truc ? Elle te montre un petit peu, Bûcher-Castel. Putain, c'est quoi cette maison d'édition ? Tu te dis ouais, pas de problème, on assure, on gère. Et putain, on en a chié, quoi. Alors, on a fini par avoir les bouquins. Il a pris sa voiture, il a fait 800 bornes. Il est allé chercher 6 cartons. On a eu les bouquins, on est allé faire la table de vente et la dédicace et tout ça. J'en ai profité pour le lire. Et donc, là, voilà. Un bouquin très sympathique, très intéressant. Des dessins tout fait à l'aquarelle, en gros.
Et en fait, on va suivre un duo plutôt improbable, hein, donc un narval et une récie, pas un requin, si, une récie, il y a une différence. Et en fait, très rapidement, dans la conversation, on comprend, puisque donc c'est une conversation entre eux, au fond de l'océan, très rapidement, on comprend qu'en fait, ce sont des formes évoluées d'êtres humains. Et à travers leur périple, à travers les fonds océaniques, on va redécouvrir notre société actuelle de consommation, de consommation, de surconsommation, d'anti-écologie, de problèmes de société, voilà. Donc c'est une critique, un peu acide certes. Donc si vous aimez pas prendre un peu de recul sur vous-même et vous remettre un peu en question, ne lisez pas ce bouquin. Moi j'aime ça et j'ai trouvé ça plutôt bien fait, avec pas mal d'élégance et une petite pincée d'humour noir qui te permet de passer un bon moment et pas de déprimer. Ce que je reproche souvent à ce genre de bouquin qui critique tous les problèmes que tout le monde reconnaît mais n'en parle pas, souvent ça te casse le moral derrière. Là pas du tout, parce qu'elle se paye même le luxe de proposer une solution à tout ça, même si on sait pertinemment que la solution ne fonctionnera pas. On s'en fout, le plaisir c'est de se dire que quand même on a posé les questions, on a soulevé les problèmes, on réfléchit au truc, éventuellement on propose une solution même si elle est largement utopique, mais on passe quand même un super moment, voilà, avec donc ces deux poissons, ces deux poiscailles qui ne sont rien d'autre que des humains évolués dans quelques siècles. Donc voilà, pour moi une petite référence en matière de BD écologique, avec des dessins. Alors l'aquarelle, ça peut éventuellement rebuter certains. C'est pas forcément si évident que ça à approcher, à apprécier. Moi, je trouve que c'est fait avec pas mal d'élégance, une narration très facile et très fluide, et puis comme je vous disais, ce petit côté humour noir, moi que j'aime bien dans ce genre de bouquin, parce que ça permet de faire passer la pilule quand même. Thio. Eh bien, je tu ne l'as l'ai pas pas lu, lu. t'as fait l'impasse dessus. Ah. Je l'ai feuilleté, je l'ai trouvé joli et je suis désolé, j'avais trop de livres à lire et en fait, j'ai pas été tenté. Voilà. Tu n'as pas été mais tenté. je t'avoue que ton pitch, là, les deux petits vieux qui me feraient presque penser au Muppet Show, là, les deux vieux dans la loge. C'est pas de vieux, hein, mais. Non, mais voilà, mais le pitch est tentant quand même. Alors oui, il y a un petit point effectivement sur lequel j'ai oublié de rebondir. Effectivement, donc c'est sa première BD, si je me souviens bien. Et elle vient du livre jeunesse à la base. Elle a déjà fait pas mal de livres jeunesse. Elle a une autre BD qui arrive bientôt là chez Futuro, toujours sur un thème un peu écolo, que j'ai hâte de lire. Et parce que parce que j'aime bien sa façon de faire, sa façon d'écrire. Et puis j'aime bien le personnage aussi. C'est quelqu'un de très sympathique, il est très rigolo. Oui, on avait passé un très bon moment avec. Alors moi, j'ai pas. Je vais faire le pisse froid. Hein. J'ai trouvé la BD intéressante. J'ai trouvé l'approche sympa. Mais les blagues avec les jeux de mots sur la mer, machin chose, étaient un peu trop... Au bout d'un moment, ça m'a fatigué, en fait. J'ai pas réussi à... J'ai compris le propos, j'ai vu que c'était quand même plutôt bien raconté, que c'était intéressant, mais je sais pas, il y avait ce côté d'humour, j'ai l'impression qu'il y avait une recherche du jeu de mots pour le jeu de mots, alors que le fond du livre, c'est pas vraiment ça, et ça m'a un petit peu refroidi. C'est un peu le souci que j'ai eu. Par contre, ouais, c'est vrai que d'un point de vue graphique, c'est super sympa. J'ai trouvé ça bien. Alors après, j'étais peut-être pas dans l'humeur à lire des jeux de mots douteux, comme d'habitude j'en fais, donc c'est peut-être mon humeur du jour, hein, mais voilà, ça pas accroché avec moi. Voilà. Ok. Voilà, C'est vrai que j'ai parfois tendance à être un peu trop bon public. Oh, tout de suite, non. Tous les goûts sont dans la nature. Non, moi, c'est même pas que j'ai pas trouvé ça mauvais, c'est que j'ai pas eu le truc, quoi. Voilà. Donc, c'était L'Âge bleu de Anne de Fréville chez Bûcher-Castel pour 19 €. Et c'est maintenant qu'on lance le crowdfunding de Thio. Eh bien, mon cher Thio. Tu veux pas le remettre une deuxième fois? Si tu veux, regarde, j'appuie sur le bouton, ça fait... Le crowdfunding de Thio.
Ça fait un petit truc quand même. Ça va durer combien de temps? Je l'ai attendu combien de temps Le aussi. temps que tu l'as attendu, Voilà. ou longtemps. Donc j'ai 2 crowdfunding pour vous aujourd'hui. Alors je suis resté chez Ulule, désolé, j'ai rien trouvé d'autre qui m'intéressait. Je suis allé un petit peu partout ailleurs. Hein. J'ai fait du Kickstarter, j'ai fait Spaceman Project, mais non. Voilà, je suis resté chez Ulule. Je vais vous parler d'abord de Totem. Alors Totem, en fait, c'est un peu une sorte de loup-bapo. C'est un peu loup-bapesque comme concept. 9 auteurs et autrices de bande dessinée donc de Lyon vont se lancer le défi donc d'essayer de faire une histoire complète en réalisant chacun une partie de l'histoire en se passant un objet totem qui est donc une pièce à l'effigie d'un lion parce qu'en fait ils sont tous de la ville de Lyon. Voilà. Donc on va suivre une histoire qui va donc 9 auteurs, autrices différents, donc forcément on va se retrouver avec des styles graphiques totalement aux opposés, je dirais, enfin surtout quand vous regardez un petit peu le Lul, ça va un peu dans tous les sens. Donc je pense qu'il y a des périodes de l'histoire qui vont pouvoir plaire, d'autres qui vont peut-être rebuter certains, mais je trouve que le concept est très sympa. Donc on va les suivre de Babylone jusqu'à la Grèce antique, dans les bois enchantés de la forêt de Sherwood. On va arriver sous Louis XIII à des moments, d'une cour d'école à une cour de justice. Voilà, donc on va suivre ce totem et on va suivre l'histoire qu'ils ont voulu nous raconter donc sur ces 100 pages. Donc ça va être un format A4. Donc j'ai pas pu voir oui, excusez-moi, je m'excuse tout de suite auprès des auteurs. Je n'ai pas mis le nom de tous les auteurs sur la fiche de préparation parce que ça rentre pas dans la case. Voilà. Alors comme j'ai pas voulu, c'est la faute du gars qui a fait c'est la la case. faute du gars qui a fait la case. Ça rentrait pas dans la case, donc j'ai mis nombre d'auteurs, enfin le nom des auteurs, j'ai mis trop. Voilà, trop en tout. 9, c'est pas si nombreux que ça. Ça faisait beaucoup trop. Donc pour le crowdfunding, d'abord vous pouvez juste donner de la thune comme ça pour le plaisir, pour le fun à partir de 1 € et vous aurez un gros remerciement. C'est bien déjà. Après, si vous voulez le bouquin, vous avez pour 20 €. Et encore une fois, bon, pas parce que c'est Noël, parce qu'a priori le bouquin arrivera qu'en 2022, mais si vous payez 35 €, vous pouvez avoir 2 livres. Ça veut dire que vous pouvez en prendre un pour vous, et en plus vous pouvez l'offrir à quelqu'un. C'est un bon concept, ça, je trouve. Les 2 livres à 35, c'est une petite économie, tu partages ton plaisir. Voilà. Donc voilà, c'est Totem. Alors c'est déjà baqué. Donc la BD va exister et vous l'aurez. Il y a plein de contreparties qui commencent à arriver au fur et à mesure. Donc voilà, faites-vous plaisir si vous avez envie de découvrir ça. Et ça peut être une expérience, je pense, sympa. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, les trucs un peu loup-bapo? Je sais que tu... Moi, je sais que j'aime bien le concept, le coup du faux... zut, ça y est, je trouve plus. Du faux totem qu'on passe. Non, pas totem, le relais. Le cadavre exquis, le faux cadavre exquis qui prend juste un élément qui va permettre de faire que chacun va pouvoir un peu raconter l'histoire qu'il veut, sans être trop bloqué par l'histoire précédente, entre guillemets. Ce qui est une des difficultés du cadavre exquis, permet beaucoup de choses différentes. Oui, ça évoque une certaine curiosité. Je sais qu'à Lyon, il y a un gros... un gros panel d'auteurs. Il y a le festival de Lyon BD d'ailleurs qui permet d'en rencontrer pas mal. Il faudrait peut-être qu'on le fasse, un de ces 4. Bref, non, ça m'a l'air bien. Il y a quelques dessins qui m'ont bien plu. Petit passage au crayon de couleur là, qui je suis en train de montrer sur Twitch qui déchire. Fais-toi plaisir, vas-y, achète. Ça donne envie de claquer ses sous, mais vas-y, je viens de achète. faire toutes mes commandes pour les cadeaux et c'est trop la galère. Voilà. Allez, parle-nous du suivant. Un road trip fantastique. Alors, donc là, on est sur... Alors, le dictateur ne m'a pas tapé sur les doigts parce qu'on n'est pas réellement sur de la bande dessinée. On est sur donc 2 illustrateurs, Karine M et Elian B, qui en fait vont faire un road trip déjà avec des trajectoires super exotiques. Ils vont partir de Karnak pour aller en Transylvanie. C'est trop cool. Voilà. Et en fait, ils ont fait, ils racontent leur road trip fantastique par l'intermédiaire de squelettes. Alors, vous pouvez déjà suivre une partie du trajet qui a été fait, en fait, d'abord sous forme d'animation et de petites choses sur un site internet, que vous pouvez donc, du coup, voir en partie ce que vous allez avoir dans le carnet. Et le carnet en lui-même, c'est un super petit carnet, vraiment road trip. Donc là, ils attendent d'avoir un peu plus d'argent pour avoir le petit élastique que tu rajoutes par-dessus, de rajouter les trucs à l'intérieur qui sont collés, les trucs qui brillent dans la nuit. Ils sont pleins de goodies à la con, de trucs totalement inutiles, mais qui seront rigoureusement essentiels. Donc, un bon crowdfunding. Je trouve qu'ils sont très très forts.
Ils m'ont presque donné envie de lâcher plein d'argent et franchement, heureusement que le Monsieur Père Noël est bientôt proche parce que j'ai dû me retenir. Donc, avec quel argent vous allez devoir dépenser pour faire tout ça? Le bouquin, j'ai 46 €, mais c'est vachement cher. Il n'est pas à 46 €. Tu peux chercher à pied. Par contre, ils ont fait un super truc. Ouais, en fait, il manque des choses là-dedans. Ouais, je sais pas qui c'est qui a préparé ça. Je sais pas qui a préparé ça. Enfin bon, un truc cool qu'ils ont fait déjà pour les libraires qui auraient envie de l'acheter. Parce que je sais que la dernière fois, tu m'avais posé la question. Et donc là, maintenant, je peux te répondre. Ils ont fait un truc pour les libraires à 136 €, les 6 tomes. Voilà. Et donc le livre est bien à 46 €. Mais il est tout de suite signé. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. C'est qu'ils ont mis déjà beaucoup de choses dans le premier carnet et c'est très sympa. Et après, pour 116 €, je crois qu'il y a un truc super cool. Non, faut que tu redescendes. Non, parce que je crois qu'ils l'ont mis en haut dans 96 €. Non, le 116. Ah, c'est le 116, toi, que ça te. Ouais, le 116 m'a fait kiffer. Ouais, c'est celui. Parce que t'as la gourde. T'as la gourde et le mug et t'as le tote bag et t'as même aussi les trucs. C'est 116 ? Non, c'est 216. 216, voilà. T'as la gourde, t'as une gourde pour faire le road trip, quoi. Le mug à café, le tote bag et le truc essentiel. Les porte-clés qui s'illuminent la nuit. Ouais. Oh. Voilà. Un petit truc qui est sympa. En plus, ça fait un peu peur. Ok, donc c'était Road Trip. Bah, je note, parce que j'aime beaucoup le côté graphique. Et oui, tu disais que c'est hybride, il y a un côté BD quand même. Je suis forcé de l'admettre, c'est pour ça que je me suis permis de ne pas te faire de commentaires. Et c'est déjà backé, ça aussi, donc aussi. vous pouvez y aller, vous êtes sûr de l'avoir. Des projets de qualité, toujours. Et bien sur ce, merci de nous avoir écoutés. On peut se dire au revoir. À bientôt. À bientôt. À tout de suite pour les gens qui nous suivent sur Twitch, même si en fait c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. À bientôt. Il y a que pour nous qui nous nous-mêmes. suivons sur Twitch. C'est ça qui est Voilà. bien. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles, enfin tous les trucs qu'on fait quand on écoute des podcasts, parce qu'on aime bien les gens qui font les podcasts. Et puis surtout à parler de nous, parce que c'est le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de montrer à quel point on est trop cool. Parce que plus il y a de gens qui nous écoutent, plus il y a des gens corrompus qui nous donneront des sous dans le Tipeee. C'est le principe. C'est le principe. Voilà. Bref, putain, j'en perds ma voix. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, plein de très très bonnes choses. Et toujours sans Thierry. Thierry, cette émission, on te la dédicace, elle est pour toi. Tu nous manques. Au revoir, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Salut.